Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde. Saveurs, sons et accords. Un voyage dans les traditions latino-américaines. Écho d'Amérique latine. Toute la diversité de l'Amérique latine, hablando en espagnol, une mosaïque de culture. Écho d'Amérique latine. Écoutez les rythmes, les sons et les gens des pays latino-américains tous les vendredis sur Radio Pluriel 91.5. Buenas tardes a todos y todas, bonjour a tous y bienvenidos en esta emisión de los Ecos de América Latina, que hoy va a tratar de muchas temáticas de la actualidad latina. Vamos a hablar del periodismo y sus reales condiciones en México. Por eso estaremos en contacto telefónico más tarde con un periodista mexicano, se llama Andrés Morales, exiliado en Francia y ubicado en París. Vamos también a hablar de un tema que no estamos acostumbrados a desarrollar en esta emisión y es una lástima, tal vez porque no recibimos tantas informaciones de este pequeño país de América Latina, de América Central mismo, como de los demás países, pero no pasa nada. Hoy vamos a interesarnos a Nicaragua y estamos aquí en el estudio con un invitado que nos va a ayudar a completar nuestro conocimiento sobre Nicaragua. Se llama Manuel Fabián Aliana Solbavarro. Manuel, bienvenue à Lyon. Bien, merci. Ça va? Bonjour, oui. Tu as fait le voyage de Paris pour venir nous parler du Nicaragua aujourd'hui. Oui, ça me fait très plaisir. Voilà. Manuel, gracias por tu venida aquí en Lyon. Tu vives en París y haces estudios en la Nouvelle Sorbonne, Paris 3, al IHEAL, l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine. Estás terminando tu máster que trata con la cooperación internacional con América Latina y ya has hecho algunos trabajos sobre Nicaragua. Vamos a hablar del tema dentro de poco tiempo, si me permite. Claro. Avant de parler du journalisme au Mexique et du Nicaragua aujourd'hui avec Manuel, nous sommes aussi avec Guillaume qui assure la technique de cette émission et qui nous a réservé une très bonne programmation musicale. Comment vas-tu, Guillaume ? Très bien. Bonjour à tous. Vraiment un plaisir pour moi d'être ici. Très bien. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un public entièrement masculin. Bon, ça va aller. Guillaume, Manuel, je propose qu'on passe sans plus tarder au titre de cette semaine des nouvelles d'Amérique latine. Alors, j'ai une nouvelle, El Universal, del Universal periódico venezolano. El 2 de abril, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, José Miguel Insulza, señaló que espera que las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela no ensombrezcan los resultados de la Cumbre de las Américas, que se celebrará la próxima semana en Panamá y en la que participará Cuba por primera vez. Él dice, el gran éxito de la cumbre es la participación de Cuba. Espero que los protagonistas no se desvíen demasiado de eso y que es un logro histórico, confió el secretario general de la OEA. Espero que todos entendamos que estamos poniendo fin a una situación de 50 años y esas cosas pasan cada 50 años. Yo, el político chileno José Manuel Insulza. Et une info sport aussi en français du site web Aujourd'hui le Brésil. On va parler du judo dans les favelas de Rio. Manuel, est-ce que tu connais Flavio Canto? Non, pas du tout. Alors Flavio Canto, c'est un judoka brésilien et olympien. Il est à la tête depuis 2003 du centre sportif Instituto Reação, dans la favela assez connue de Rio qui s'appelle Rocinha, qui, je crois, est la plus grande favela du Brésil. Je vérifierai l'information peut-être plus tard. Enfin bon, en prélude de la journée internationale au service du sport et du développement le 6 avril, donc lundi prochain, Flavio Canto explique de quelle manière son organisation à but non lucratif,
crée des super-héros à Rio de Janeiro, donc issus de ces favelas. Donc c'est un programme olympique qui est celui qui a permis par exemple de révéler Rafaela Silva, la première femme championne du monde au Brésil de judo. Elle devient en effet championne du monde au championnat du monde de judo 2013 à Rio de Janeiro. Voilà, donc une excellente initiative de Flavio Canto. Et pour finir ces nouvelles, toujours dans Aujourd'hui le Brésil, le site web, on apprend que les bailes funk sont désormais autorisés et encadrés par la police militaire de São Paulo, à raison de maximum de 2 événements funk par mois et par région de la ville. Donc ce nouveau projet, il fait suite aux nombreuses réclamations des habitants qui ne supportaient plus le tapage nocturne de ces rassemblements marginaux, on va dire. Et ainsi, ce sont 7000 personnes qui pourront à présent se retrouver et danser sur la musique funk jusqu'à 22h dans des endroits plus spécifiques, délimités toujours par les forces de l'ordre. Voilà pour les news. Je propose qu'on fasse une petite entrée musicale sur le son du Nicaragua, évidemment, puisque c'est notre thématique d'aujourd'hui. Luis Enrique Mejía Godoy, qui c'est ce chanteur? Luis Enrique Mejía Godoy et Carlos Mejía Godoy sont 2 frères et 2 chanteurs nicaraguayens considérés comme plus musique folklorique et qui sont rattachés à l'histoire du pays parce qu'ils ont chanté la révolution nicaraguayenne. Ils ont chanté des chansons avant la révolution, notamment une chanson que je t'avais fait entendre tout à l'heure concernant comment est-ce qu'on monte et on démonte un fusil. Ouais. Et ils faisaient justement, c'était comme des cours pratiques militaires mais en chanson. Ils ont chanté la révolution et après ils ont chanté pendant les années 80 et aujourd'hui ils continuent à chanter finalement pour le front sandiniste mais disons plus large, beaucoup plus large. Ils ne sont pas dans les chants révolutionnaires seulement. D'accord, très bien. Et ben on s'écoute une chanson qui s'appelle Nada se quedó, donc de Luis Enrique Mejía Godoy. Ay, ay, ay. Por esta tierra pasó el pedernal y la miel pasó, el oro, el jade pasó, pero nada se quedó. Solo quedó el duradero, residuo de las lenguas, piquito sumo y el rama que junto al criollo se quedó. Donde no hubo ciudades y templos ceremoniales quedó, solamente se quedó. Hay un valle, el Pejivalle quedó. Entre blasfemias y rezos del inglés y del español, un país distinto al mío nació en mi propio corazón. Un gigante que despierta en la costa, un gigante que ya nada detiene. Un gigante que despierta en la costa, un gigante que ya nada detiene. Ala, 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 ala. Un gigante que despierta en la costa, un gigante que ya nada detiene. Un gigante que despierta en la costa, un gigante que ya nada detiene. Ala, 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 ala. Multirracial, multilingüe, semiacuático, verde por todas partes. La costa atlántica se metió en nuestras venas y nació este son.
On revient à notre émission avec Manuel Fabián Aliana pour parler du Nicaragua et nous parlerons un peu plus tard avec Andrés Morales avec qui nous serons en contact téléphonique sur le journalisme au Mexique. Manuel, comme je le disais dans cette première partie d'émission, tu as fait un travail de recherche sur le Nicaragua à Paris 3, mais la question que j'ai envie de te poser d'abord, pour nous néophytes sur ce pays, comment tu nous présenterais en quelques mots le Nicaragua ? Je sais que c'est un petit pays en Amérique centrale, mais il faut que tu complètes notre savoir là-dessus. Parfait, aucun souci. Bon, disons que c'est un pays qui est grand comme un quart de la France métropolitaine, qui compte 6 millions d'habitants approximativement. C'est un pays où la capitale fait 2 millions d'habitants, et puis le reste des villes sont vraiment de taille moyenne. 200 000 la plus grande, il me semble que c'est Granada, et qui compte 3 grandes villes à part la capitale. Granada, qui se trouve au bord d'un grand lac dont on va parler plus tard, c'est le lac de Cocibolca. Un lac, lac d'eau douce. Tout à fait, les lacs qui font la richesse du Nicaragua, on en reviendra un peu plus tard là-dessus. C'est un pays de rivières, c'est un pays de lacs, c'est aussi une région très sismique parce que c'est les plaques tectoniques qui se rentrent dedans dans cette région. C'est aussi une région très volcanique. C'est un pays où l'on trouve une diversité de paysages assez impressionnante. Et c'est un pays qui vit finalement de l'agro-exportation. Et c'est un pays où il reste encore aujourd'hui des traces très visuelles de la guerre des années 80, la guerre civile des années 80, et puis aussi des traces des tremblements de terre. Étant donné que c'est une zone très sismique, on a vraiment la capitale Managua, qui a été détruite en 1972, et qui est vraiment une capitale en lambeaux, qui ne s'est jamais remise de ce tremblement de terre de 1972. On a à la fois alors les destructions des tremblements de terre, et on a les destructions sismiques. Du coup, c'est un pays assez meurtri, mais sa richesse repose sur les paysages, et la richesse repose aussi sur les gens, et bon, sur la culture. Évidemment, les gens, évidemment. Donc, un pays entre Honduras et Costa Rica, je crois, géographiquement. Oui, c'est ça. Qui a donc aussi 2 côtes, Pacifique et les Caraïbes. Oui. Une côte Caraïbe assez abandonnée, en fait, historiquement, assez relayée, peu de présence de l'État, plutôt peuplé au littoral, mais très peu peuplé aussi. Et plutôt, la concentration de population se trouve du côté Pacifique. Et c'est historique, depuis la colonisation. C'est à l'ouest que s'est installée la population. Et puis, on a 2 zones autonomes qui se trouvent à l'est, que plus on les appelle, c'est la côte Caraïbe. Et on trouve une population afro-descendante dans cette côte Caraïbe. Et on parle aussi là-bas un anglais créole. Alors pourquoi on parle en anglais créole ? On parle en anglais créole parce que, disons que, vu qu'il y avait tellement peu de présence de l'État depuis la colonie, du temps de la colonie espagnole, les Anglais sont allés s'installer sur la côte Caraïbe du Nicaragua. On les comprend. Hein. et on commençait à faire commerce avec les aborigènes, les Miskitos notamment. Et du coup, se sont installés là et du coup, on diffusait leur langue. Et puis, c'était la langue du commerce. Et du coup, finalement, c'est toute une autre culture afro-caribéenne et presque un peu anglo-saxonne que l'on trouve du côté caribéen, et plus une culture descendante du métissage colonial que l'on trouve du côté pacifique. Voilà. Donc une diversité culturelle incroyable. Oui. Européenne, africaine et locale, indigène. C'est ça. Très bien. Alors tout à l'heure, je disais justement que le Nicaragua, c'est un petit pays un petit peu emprisonné par les océans, on va dire, entre le Pacifique alors on dit des fois l'Atlantique, des fois les Caraïbes, enfin bon, on va dire entre 2 océans, pour faire plus simple. Et à ce sujet, justement, je crois que toi, tu es investi dans un travail là-dessus, académique, à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, donc à Paris 3, sur le thème du canal du Nicaragua. Oui, en fait, c'est assez intéressant parce que mon sujet est très d'actualité, mais ma recherche porte plus sur l'histoire qui remonte au 19e siècle.
En fait, il faut savoir, le canal interocéanique, c'est vraiment une histoire qui existait déjà avant que le Nicaragua existe. Vraiment, dès que les Espagnols sont arrivés en Amérique, ils ont toujours voulu chercher un moyen de relier l'Atlantique et le Pacifique pour que justement les bateaux ne fassent pas le Pour le tour commerce, pour bien le sûr. commerce. Voilà. Pour que les bateaux ne fassent pas tout le tour des détroit de... Oui, jusqu'à la Mais- Patagonie, voilà. jusqu'au sud de l'Argentine. C'est vrai que c'est Voilà. un peu plus long et un peu plus compliqué. Estrecho de Magallanes. Et du coup, ils ont toujours cherché. Et du coup, c'était entre le Nicaragua et le Panama. En fait, le Panama favorable parce que c'est un pays plus étroit. Mais le problème, c'est que les voies fluviales panamiennes comptaient beaucoup d'îles. Et ce que ne comptaient pas les voies fluviales nicaraguayennes, qui étaient comme plus libres, plus ouvertes, et puis avec beaucoup plus de lacs qui facilitaient le commerce avec des villes autour de ces lacs. Mais le problème, c'est que le Nicaragua est une zone très sismique, est une zone depuis toujours politiquement instable. Et en plus, c'est un pays ce qui a beaucoup ralenti plus un peu large. les investissements aussi, du coup. Oui, bien sûr. Et bon, ce qui ralentit les investissements, on les ralentit exprès. C'est quand il y a un blocus économique au pays dans les années 80, c'est qu'on empêche carrément les gens de vouloir s'investir. Du coup, il y a des formes d'économie solidaire. Et c'est ce qu'on a vu dans les années 80 là-bas. Et du coup, il faut savoir que le Nicaragua, c'est quand même un pays assez large. C'est quand même le plus grand pays d'Amérique centrale qui compte près de 150 000 km². Et beaucoup de voies fluviales qui permettent justement d'imaginer un canal interocéanique qu'on imagine depuis que le Nicaragua existe. Du coup, j'ai lu qu'il fallait creuser à peu près 278 km de canal pour relier les deux océans, en fait. Ce qui est un travail de titan. En fait, aujourd'hui, on parle de creuser, d'inventer des nouvelles voies fluviales aussi. En fait, à la base, il y a un fleuve qui s'appelle le fleuve San Juan et qui est frontalier, près de 3/4 du fleuve est frontalier avec le Costa Rica. Et bon, il y a eu pas mal de litiges frontaliers et tout. Et en fait, à la base, le canal interocéanique est toujours imaginé dans ce fleuve San Juan frontalier. Simplement, le problème, c'est que le Costa Rica n'a jamais accepté vraiment qu'un canal interocéanique passe par ce fleuve, parce qu'ils ont voulu toujours avoir des droits sur ce fleuve, ils l'ont toujours considéré comme à eux. Bon, alors il y avait comme des incidents diplomatiques sur vraiment à qui reviennent les droits, puisque c'est un fleuve frontalier. Et des fois, ça tranche en faveur du Nicaragua, des fois pas. Mais il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le canal interocéanique n'a pas été construit. Et aujourd'hui, on n'imagine plus le canal interocéanique qui passerait par ce fleuve. On en invente un nouveau. Plus de conflit avec le voisin, comme plus ça. Plus de conflit avec le voisin, comme ça, on lui empêche un droit de regard. C'est comme ça au moins qu'il réfléchit la chose. Et du coup, toujours en prenant des voies fluviales qui existent déjà, mais vraiment on parle de creuser parce que vraiment le Rio San Juan c'était celui qui avait la capacité pour accueillir un canal interocéanique. Là on ne sait pas trop, il y a beaucoup d'études, mais ça commencerait du côté Caraïbe bien sûr vers Bluefield et ça finirait du côté Pacifique près de Rivas au port de Brito. Donc encore beaucoup d'interrogations sur ce gigantesque projet du super canal du Nicaragua. On fait une petite pause musicale. On va continuer toujours dans la musique de ton pays, Manuel. Toujours de Luis Enrique Mejía Godoy. On va mettre Quelle chanson? Pobre la Maria. D'accord. Et on revient tout de suite. Olorosa tabaco y ron en un cuarto de una cuartería. Llora la María, ay, 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 su melancolía. Y en la roconola se oye una canción de la Sonora.
se vino del campo a la ciudad. Una noche Terencio la dejó, por el día cocina, lava y plancha que no. Vende lotería ahí por Metrocentro y todas las noches al mejor postor alquila su cuerpo. Pobre la María, ay, 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 y su fantasía, ay, 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 que la capital era lo mejor para salir de pobre. Pobre la María, ay, 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 y su fantasía, ay, 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 que la capital era lo mejor para salir de pobre. Frente al espejo que compró en el Oriental, se pone su vestido y su collar. Tal vez esta noche no le va tan mal. Baja por Tizcapa a Cielo Boyac y en la madrugada, un día más vieja, regresa a su casa. Pobre la María, ay, 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 y su fantasía, ay, 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 que la capital era lo mejor para salir de pobre. Pobre la María, ay, 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 y su fantasía, ay, 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 que la capital era lo mejor para salir de pobre. Pobre la María, ay, 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 y su fantasía, ay, 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 que la capital era lo mejor para salir de pobre. Pobre la María, ay, 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 y su fantasía, ay, 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 que la capital era lo mejor para salir de pobre. Sus chavalos cuidan carro, venden agua, nada comen, huelen, pegan y deambulan por las calles de Managua. La María se lamenta que su vida nunca va a salir de la miseria. Sus chavalos cuidan carro, venden agua, nada comen, huelen, pegan y deambulan por las calles de Managua. La María se lamenta que su vida nunca va a salir de la miseria. Pobre la María, ay, 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 y su fantasía, ay, 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 que la capital era lo mejor para salir de pobre. Pobre la María, ay, 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 y su fantasía, que la capital era lo mejor para salir de pobre. Olorosa a tabaco y a ron, en un cuarto de una cuartería, llora la María, ay, 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 su melancolía. Y en la roconola se oye una canción de la Sonora.
Saveurs, sons et accords, un voyage dans les traditions latino-américaines. Volvemos a nuestra emisión con Manuel Fabián sobre la temática de Nicaragua y ahora mismo tenemos Andrés Morales, periodista mexicano al aire, al teléfono. Andrés, ¿nos escucha? Claro, bonjour Florent, bonjour también a Manuel y a tu auditorio. Bonjour Andrés. Buenas. Andrés, tú eres el portero del periódico La Jornada que se edita en la Ciudad de México. Exiliado en Francia, eres columnista del diario Notiver, editado en Veracruz, tu ciudad de origen. Y con la ayuda de la organización Reporteros Sin Fronteras saliste de México desde el año 2012 a causa de amenazas en el contexto de las violencias. Desde entonces tú radicas en París y actualmente realizas estudios en París 3. Andrés, ¿cómo se articula tu trabajo de periodista en París? ¿Cómo te organizas hoy? Así es, Florent. Bueno, pues yo continúo laborando para algunos medios en mi país. Yo tengo un artículo de opinión que se publica cotidianamente en un periódico regional y algunos también en otro periódico también se publica regularmente mis artículos de opinión y obviamente pues es laborar en una discontinuidad de tiempo por la diferencia de horarios entre México y Francia, pero bueno, eso me permite mantenerme vigente en los medios de comunicación de mi país y obviamente tener un espacio de expresión a la distancia, en el exilio, en este caso. Dale, ¿y cuántas horas de diferencia son entre México, entre Veracruz y París? ¿Realmente? ¿Tú sabes? Sí, son 7 horas de diferencia. Entonces, pues prácticamente yo laboro de noche, porque cuando aquí son las 12 de la noche, la medianoche, ya son apenas las 5 de la tarde, entonces ese es el conflicto por el tiempo. Sí, claro que todo está con esta diferencia de tiempo. Y Andrés, tú tienes entonces un contacto frecuente con el diario Notiver, imagino, cada día, diariamente. Sí, con ellos y bueno, con mis compañeros también de México, mantener el contacto, también mantener la vigencia en cuestión de la información, el conocer el contexto. En mis artículos de opinión, bueno, yo puedo escribir del tema que yo elija, puede ser un tema incluso del acontecer de Francia o de Europa, pero obviamente a los lectores lo que más les interesa es el análisis del contexto político y social y económico del país y concretamente de la región en Veracruz, que es una región muy particular, no porque sea mi región de origen, sino porque tiene, en este tema que estamos tratando, tiene una relevancia importante, porque es la región, el estado de México que ha tenido el mayor número de víctimas en cuestión de periodistas muertos y agredidos, al grado que Veracruz ha sido calificado por organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y la Organización Mundial de Periódicos y Editores de Prensa como uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Sí, México desafortunadamente es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, con amenazas y asesinatos a manos del crimen organizado. Y bueno, y cuando estabas allá, ¿cómo entraste en contacto con Reporteros Sin Fronteras? ¿Cómo se hizo tu salida del país? Ajá, bueno, eso viene de tiempo atrás, porque las agresiones a los compañeros allá en Veracruz comenzaron desde el 2010, 2009, pero se agudizaron en el 2011. Obviamente el contacto con la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en la Ciudad de México ha sido constante. No
principalmente para aportar datos, para conocer el rumbo de las denuncias y para aportar testimonios a los compañeros que eran agredidos en su momento. Así se formó el contacto con la organización Reporteros Sin Fronteras, y bueno, se vino una ola desde el 2011, una ola de ataques, de asesinatos a los compañeros. Comenzaron a ser agredidos. Salió por ahí se conoció una lista de compañeros que íbamos a ser agredidos. Sí, como una lista negra. Sí, exactamente, con una lista negra. Lo particular es que la lista no venía del crimen organizado, como se podría suponer, sino la lista fue elaborada en oficinas de gobierno, y se filtró esa lista en algunos artículos de opinión. Yo creo que más como una alerta de los mismos compañeros que como una advertencia. Yo lo tomamos como una alerta, pero al principio no le dimos tanta importancia, y bueno, déjame decirte que varios de esas listas, varios de compañeros que estaban en esa lista murieron, fueron atacados. Entonces ahí fue cuando se comenzó a tomar en serio toda esta situación, y bueno, yo era el número 5 de esa lista, y cuando ya habían muerto, asesinado a 6, la organización Reporteros Sin Fronteras, junto con la Embajada de Francia en México, gestionaron mi salida, primero mi salida del Estado. Sí, la Embajada francesa tocó un papel muy importante, he dicho, también. Sí, no, en mi caso particular yo tengo mucho que agradecerle al gobierno de Francia, porque ellos escucharon, atendieron el caso, y no solo me abrieron las puertas de la embajada, sino que me abrieron las puertas de tu país, y bueno, eso no cualquier nación lo hace, ¿no? Eso habla también del compromiso de Francia con los valores que dicen en su legado revolucionario, que es la fraternidad, uno de sus valores, y bueno, eso yo doy testimonio de eso. Sí, ¿y tú piensas que la elección de Enrique Peña Nieto en 2012 y entonces el retorno al poder del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, cambió algo? ¿Habían promesas de proteger más los periodistas en México, o qué te parece la situación hoy? Caótica, desastrosa, no cambió nada, al contrario, empeoró las cosas yo creo que en cuestión de todo, pero hablando del tema de la libertad de expresión y el respeto a la libertad de prensa, empeoró los ataques contra compañeros, han sido una constante. Tenemos un escándalo reciente que yo creo que el auditorio lo ha enterado, que sigue la pista de América Latina y de México, el reciente despido de una de las periodistas más importantes del país, Carmen Aristegui, de la empresa MBS Noticias. Bueno, pues ha evidenciado la mano dura del gobierno mexicano, la intervención directa en cuestiones de los medios de comunicación para callar las voces críticas. Recordemos a grosso modo de que Carmen Aristegui y su equipo de reporteros de investigación fueron los que descubrieron la adquisición de casas, mansiones con un valor millonario por parte de la familia del presidente Enrique Peña Nieto, que se las dieron en una especie de soborno unos empresarios que recibieron contratos millonarios para obra pública, tanto en el gobierno del Estado de México, donde fue el gobernador, y después en el gobierno federal, ahorita que es presidente de la República. Y bueno, el costo de manejar esa información, de ese periodismo crítico y de investigación, pues fue el despido de Carmen Aristegui y de su equipo. Ese es un caso, el más reciente de toda la cadena. Sí. ¿Nos repite su nombre, Carmen? Carmen Aristegui. Aristegui, sí, una figura muy famosa hoy en las noticias mexicanas. Bueno, claro. Andrés, muchas gracias por tu
por haber compartido con nosotros tu punto de vista del periodismo en México. Nous allons refaire une petite pause musicale tout de suite. Andrés, est-ce que tu connais Super Seven, un groupe mexicain de rock and roll? Gracias a ti, Logan. Un saludo también de nueva cuenta para Manuel y para tu auditorio. Gracias, Andrés. Ah, je crois Nos qu'il estamos viendo. ne connaît pas. Andrés, tu m'écoutes? Sí, sí, Tu es sí. toujours là? Super Seven, est-ce que tu connais comme groupe de musique? ¿De cuál? Super Lequel? Seven. No, je ne Non. sais pas. Eh ben, reste avec nous sur les ondes on va te faire découvrir donc un groupe de rock and roll et le titre s'appelle Heard It on the X. Alors, bien sûr. Do you remember back in 1966? Country Jesus, Hillbilly Blues, that's where I got my licks. Oh, from coast to coast, line to line, and every ground is there. I'm talking about the alpha axis cutting through the air. Everywhere, yeah, everywhere, yeah. I heard it, I heard it, I heard it on the X. I heard it, I heard it, I heard it on the X. We can all think like the bees, step the crossing line, with lots of watts to control the first one of its kind. So listen to your radio, must each and every night. Cause if you don't, I'm sure you won't get the feeling right. Everywhere down, everywhere down. I heard it, I heard it, I heard it on the X. I heard it, I heard it, I heard it on the X. From coast to coast, border to border, wherever you are, wherever you may be. XELO, Ciudad Juárez, Chihuahua, República Mexicana. XERF is at 1570 on your radio dial and heard all over the nation. Nous sommes de retour sur les échos d'Amérique latine, une émission aujourd'hui consacrée au Nicaragua avec notre invité Manuel Fabián Aliana. Manuel,
On était en train d'initier justement, après le petit aparté sur le journalisme au Mexique. Sí, me quedé con las ganas de hacerle alguna pregunta ahí a Andrés. Se nos fue, ¿no? Ya no se nos fue. Non, c'est fue. Ok. Dis-moi, Manuel, Ouais. le Mexique, le Mexique, Ouais. le Nicaragua, tu vois, je sais Ouais. plus si tu es nicaraguayen ou mexicain, du coup, à force de switcher. Ce canal, ce super canal, aujourd'hui, a priori, il a été plus ou moins défini sous l'égide d'un consensus chinois qui s'appelle Nicaragua Canal Development. Donc c'est un projet qui va être immense, hein, qui va investir, je crois qu'il y a plusieurs milliards, 25 milliards de dollars, voilà, qui est 25 fois le budget total du Nicaragua. Donc ça c'est le coût estimé de ce super canal. Quelles sont les répercussions par rapport à la population locale? Comment est vu ce projet de super canal aujourd'hui au Nicaragua? Bon, concernant l'allié chinois, je voulais préciser deux choses. C'est en fait, on parle beaucoup de la Chine et puis combien elle serait derrière ce projet. Moi, je pense que si la Chine était vraiment derrière ce projet, le Nicaragua ne serait pas en train de faire le tour du monde. Et vraiment, toutes ces ambassades sont en train de militer dans pratiquement tous les pays pour chercher des investissements. Et là, il y avait une commission du canal interocéanique à Miami qui est allée à une faculté vendre le projet. Le Nicaragua est en train de vendre internationalement un projet parce qu'elle a besoin d'investisseurs, elle a besoin de se rendre crédible, elle a besoin Donc ils sont encore en tournée mondiale en fait. Oui, ils étaient à la Sorbonne, ils étaient à la Sorbonne l'année dernière, il me semble. Et n'oublions pas aussi que le Nicaragua et la République populaire de Chine n'ont pas de relations diplomatiques. Ce qui veut dire que, en fait, le Nicaragua a des relations diplomatiques avec Taïwan, qui aussi s'appelle République de Chine, mais pas populaire, mais pas avec la République populaire de Chine. Du coup, c'est vrai que le siège de l'entreprise HKND se trouve à Beijing, mais pour l'instant, ça reste des spéculations, mais des spéculations qui sont alimentées d'un côté comme de l'autre. Je pense que l'opposition nicaraguayenne utilise l'argument chinois, la Chine derrière le projet interocéanique, pour dénoncer une ingérence politique de la Chine au Nicaragua, comme quoi le pays serait en train d'être vendu aux Chinois. Et le gouvernement aussi abuse de la Chine, de l'image de la Chine, parce qu'elle veut montrer qu'elle a un allié puissant. Mais en fait, rien ne prouve vraiment que la Chine est derrière ce projet. Pour l'instant, c'est des spéculations. Et puis, en fait, le projet est un projet économique et un projet privé. Donc, ça a beau être un enjeu stratégique, géopolitique, pour l'instant, il s'agit d'une entreprise privée. Et quelle est la vision des Nicaraguayens? Parce qu'on a tous en tête des grands projets de barrages au Brésil dans les années 80-90. On a vu des reportages sur l'impact écologique néfaste de ces grands projets. Mais quel est vraiment le ressenti des Nicaraguayens par rapport à ce projet de super canal? C'est sûr, moi quand je parle du canal interocéanique, en fait, c'est mon sujet de recherche. Moi je fais l'histoire du canal interocéanique ici à l'Institut de hautes études de l'Amérique latine. Ouais. Et du coup, quand je parle du projet actuel, les gens ils me disent « Waouh, mais quelles conséquences écologiques un tel canal pourrait avoir sur le pays ?» Genre, on parle de l'écosystème, on parle d'un canal qui passerait par un lac qui constitue quand même, comme tu l'as dit au début de l'émission, la plus grande réserve d'eau douce d'Amérique centrale. Le lac Nicaragua, il s'appelle aussi? Non, le lac Cocibolca. Le lac Cocibolca. Et oui, parce que si mes souvenirs sont bons, ce lac, c'est un refuge de biodiversité. Ouais. Les populations exploitent l'eau pour l'agriculture, pour la boire aussi. Hein. Donc, et les bateaux risqueraient de passer sur ce lac. Oui, forcément. Bien sûr, il passerait par ce lac. Et pas n'importe quel bateau, des bateaux de plusieurs centaines de milliers de tonnes. Oui, même des bateaux qui, pour l'instant, l'ambition, des bateaux qui ne passent même pas au canal de Panama en ce moment, et c'est pour ça qu'ils sont en train de l'élargir. En fait, il y a une concurrence
je vais parler de 3 points, mais vite fait, j'en les énumérer. Alors, on va juste revenir après sur le Panama. À propos de la vision qu'ont les Nicaraguayens, en fait, ici, on parle beaucoup d'écologie et c'est sûr que ça aurait un impact écologique, bon, je vais pas dire le mot catastrophique, mais en tout cas mauvais, en tout cas pour les ressources d'eau. Mais là-bas, c'est pas le mode de pensée. Là-bas, on pense le canal beaucoup plus de façon économique. C'est-à-dire, c'est un canal qui créerait 50 000 emplois. C'est un projet que si le montant est tellement élevé, au début, on parlait d'un projet interocéanique qui allait coûter 20 000 millions. Après, on a dit 30 000 millions. Maintenant, on dit 50 000 millions. De dollars. Ouais. De dollars, oui. 50 000 millions de dollars. Et pourquoi 50 000 millions? C'est pas que le canal aussi, c'est le projet d'un aéroport, c'est des complexes touristiques, c'est créer un lac artificiel, oui. C'est créer 2 ports, c'est créer des centrales hydrauliques, il me semble. Oui. C'est des barrages hydroélectriques. Des apports d'énergie, oui. Voilà, hydroélectriques. Et du coup, en fait, tout ça, ça a un coût et tout ça génère du travail et tout ça, c'est un investissement que les gens feraient sur le pays. Et les gens voient ça bien. Je veux dire, les gens qui habitent près d'un port, près d'une zone par laquelle passerait le canal, j'en trouve que ça donnerait beaucoup plus de visibilité touristique à la région, ça pourrait apporter beaucoup plus de travail. En tout cas, c'est comme ça qu'on perçoit économiquement le canal. On ne parle pas trop du côté écologique, même si l'opposition politique mobilise cet argument. Et parce que, actuellement, le projet interocéanique, le gouvernement n'a pas rendu public, il joue beaucoup avec le flou, il n'a pas rendu public les études écologiques. Ouais. Sur les impacts du canal sur le pays. Alors, une dernière question avant de refaire une petite pause musicale. Ouais. L'ex-président du Nicaragua, Enrique José Bolaños, il avait déclaré « Ce pourrait être le pays le plus riche d'Amérique latine ». Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est pas un peu... Oui, c'est un peu... C'est vrai, en fait, quand on mise sur le canal interocéanique, c'est de toute façon quand on sait que les flux commerciaux ont tendance à augmenter, les échanges commerciaux entre les pays. Oui. En fait, tout dépend de comment on redistribue cet argent. C'est ça. La redistribution est primordiale. Si le pays est pétrolier, tout dépend aussi comment se redistribuent les ressources. Tout dépend qui exploite aussi. Genre, le Nicaragua n'aurait pas tous les droits sur le canal interocéanique avant 100 ans. Donc, il aurait progressivement des parts de marché sur le canal interocéanique, mais au fil des années. Donc ça pose des problèmes de souveraineté. Ouais, ça pose des problèmes de souveraineté. Et puis pour dire une dernière chose, oui, ça peut rapporter des revenus, ça peut créer de l'emploi, c'est sûr. Mais n'oublions pas que le Nicaragua, pendant près de 50 ans, a été une kleptocratie avec une famille qui était à la tête du pays et qui captait presque toutes les ressources du pays, oui. Ouais, les revenus et tout, pour finalement pour sa clientèle politique. Et finalement, si c'est pour revenir à une kleptocratie, ça n'a pas de sens. Mais si c'est pour approfondir la démocratie et redistribuer les ressources, les investir dans des institutions publiques ou pour créer vraiment une nouvelle entreprise ou développer le pays, bien sûr, le Nicaragua pourrait être un pays très riche. On refait une petite pause musicale. On va mettre Dave Zetsay, toujours dans le ton du Nicaragua, et donc Nicaraguan Nights. Yeah, man. Jay-Z say Nicaraguan Nights. Alright. We going 9 to 10 or 25 down an old dirt road on the San Juan side, and we ain't coming home till that morning light. Oh, Nicaraguan Nights, yeah. Oh, Nicaraguan nights. We're heading out to a Warner's bar. Troubles brewing, I near went bar. She like hit on Johnny, man, he did me wrong. Oh, Nicaraguan nights, yeah. Oh, Nicaraguan nights. Woo. Yeah. Come on now. That bloated Kanye's taste on good now. I had
had a little bit more than I should now. I said I wouldn't, but you knew I would now. Oh, Nicaraguan nights, yeah. Oh, Nicaraguan nights. Her skin cocoa like a butter brand. Her skin cocoa like a butter brand. Her skin cocoa like a butter brown. Yeah, well, there ain't no question, no time to get down. Como se dice, let's do it now. Oh, Nicaraguan nights, yeah. Oh, Nicaraguan nights. Let me explain the situation. Little brown skin was giving me the excitations. Oh, she's a crazy one, loco like a loaded gun. Every time I see her, she like, baby, won't you give me some? And I know what you're looking for. And I know that you need some more. A little bit of love and to get you more to run in. Don't you ever darling, I come in. Oh, Nicaraguan nights, yeah. Oh, Nicaraguan nights. We're going 9 to 25 down an old dirt road on the San Juan side, and we ain't coming home till the morning light. Oh, Nicaraguan nights, yeah. Oh, Nicaraguan nights, yeah. Oh, Nicaraguan nights. Ooh. Oh, yeah. Come on. On revient sur notre émission et donc sur la fin de cette thématique sur le Nicaragua. Une question, Manuel. Ouais. Demain, on va aller au Nicaragua. Comment on s'organise? À propos de... Qu'est-ce qu'il faut aller voir? Qu'est-ce qu'il faut aller voir? Parce que, alors peut-être le Super Canal est aussi touristique, hein, je sais pas. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que la construction du canal aurait commencé. Mais bon, je sais qu'il reste 2 minutes, du coup on va parler plus touristique. Allez, donne-nous envie un peu d'aller voir en fait, pour ton joli pays. Donne-nous envie un petit peu d'aller voir ton joli pays. Et en plus, c'est quand même une ressource importante pour le pays, le côté touristique. On va au Nicaragua, on va pas forcément connaître des villes au Nicaragua, on y va parce qu'on aime la nature. Parce qu'on aime le littoral, parce qu'on aime la plage, parce qu'on aime aller à la rencontre des gens, parce qu'on aime découvrir une autre culture, parce qu'on aime, je sais pas, on aime peut-être aller escalader des volcans. Ouais, c'est une zone volcanique extraordinaire. Une zone volcanique. On peut aimer les lacs, il y a des parcours le long du Rio San Juan aussi. En barque, bateau, tu choisis ce que tu veux. On peut découvrir la population afro-caribéenne et aller à leur rencontre de cette culture. On peut être du côté Pacifique, on peut être au nord, région riche historiquement. Est-ce que plutôt Pacifique, plutôt Caraïbes? Est-ce qu'il y a des touristes moi je rêve de connaître la zone Caraïbe, mais les Français en général qui viennent, c'est au Nicaragua. Ils font tout le pays, autant Pacifique que Caraïbes. Ils sont vraiment très ouverts d'esprit et ils sont vraiment très bien accueillis là-bas. Très bien. Un dernier petit bonjour, je sais pas. Oui, je sais que tu as de la famille un peu très loin. Je voudrais saluer mon père, qui habite à Santiago du Chili, Wilfredo Aliana. Je voudrais saluer 2 très bons amis qui habitent en Équateur, Lautaro Sancho et Lucille France. Je voudrais saluer mes amis de l'IHL qui sont en train de m'écouter. Et puis, je te remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Le plaisir est partagé et reviens-nous vite parce qu'il y a tellement de choses à aborder sur le Nicaragua que je pense qu'il y a matière à refaire beaucoup d'autres émissions. Merci Manuel. On termine par l'agenda. Guillaume, je ne sais pas ce que tu vas faire ce soir, mais il y a Lyon Bachata Festival depuis hier soir au Casino Vert. D'accord. C'est sur 3 jours, donc c'est 3, 4 et 5 avril. Donc faut en profiter, venez vous exprimer sur le dance floor au Casino Lyon Vert, assister au stage intensif avec des intervenants de renom et des compétitions nationales. Ouais, c'est vraiment bien, ça a l'air intéressant en tout cas. Alors oui, je pense que c'est très très intensif. Hein. Là, la bachata en 3 jours, je pense que on a bien progressé. Dimanche soir, là, il va y avoir déjà du résultat, je pense. Et puis une dernière petite annonce aussi, un groupe musical mexicain international qui s'appelle Bolé. Vous pouvez aller sur leur site internet www.bolemusica.com qui font une tournée en France et donc ils seront le 6 avril à Briançon, le 7 à Monnetier-les-Bains, le 9 avril à Pont-de-Vaux dans l'Ain
et le 10 avril à Communé. Donc la semaine prochaine, n'hésitez pas à aller découvrir ce groupe mexicain international, Bolé. Et si vous n'êtes pas sur la région Rhône-Alpes la semaine prochaine, eh ben, ils seront en Espagne après pour finir leur tournée. Voilà. Et il y aura une émission avec eux, je crois, au mois de mai avec Sofia Holguin. Donc, pas de stress, ils reviendront. On termine en musique. Layton, Gustavo Layton, ça te parle, Manuel ? Non, pas du tout. J'écoute pas beaucoup de musique nicaraguayenne. C'est un de tes compatriotes. Voilà. Ok. Vamos al Bacanal. Vamos al Bacanal. Bon, okay, voilà. Vas-y. Bonne fin de semaine à vous tous. Merci Guillaume, Manuel. Merci à tous, bonne fin de semaine aussi. À bientôt. Ciao. Llegó el rey del chinamo, Gustavo Layton. Nos vamos al Bacanal. Llegando el fin de semana nos vamos al Bacanal. Por todita Nicaragua podemos ir a bailar. Llegando el fin de semana nos vamos al Bacanal. Por todita Nicaragua podemos ir a bailar. Me voy para Peñas Blancas, pasando por el crucero. Y ahí en Dirian Bacarazo tengo a alguien que yo quiero. Y cuando paso Nandaime ya me siento granadino. Y cuando ya estoy en Riva, en San Juan del Sur, ahí me quedo. San Marcos, Catarina, Niquinomo, Masaya, Santa Teresa y el río San Juan y los pueblos blancos. Llegando el fin de semana nos vamos al Bacanal. Por todita Nicaragua podemos ir a bailar. Llegando el fin de semana nos vamos al Bacanal. Por todita Nicaragua podemos ir a bailar. Ahora voy a Occidente, Nagarotilapa Centro. Ahí encuentro a los leoneses, gente brava que yo quiero. Y llegando a Chinandega, me deslizo a Villanueva. Me detengo en Somotillo, del Guasaule en la frontera. Corinto, Puerto Sandino, Chichigalpa, la tierra del ron. Por Vinalara, nos vamos al Bacanal. Llegando el fin de semana nos vamos al Bacanal. Por todita Nicaragua podemos ir a bailar. Llegando el fin de semana nos vamos al Bacanal. Por todita Nicaragua podemos ir a bailar. Yo no me canso, mi hermano, de viajar por Nicaragua. Y si salgo de Managua con rumbo a Ciudad del Rama, pasando por Tipitapa, San Benito es el primero, pasando el Empalme Huaco para llegar a